Il est 8h30 heure de Jérusalem, 7h30 à Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin sur Studio Qualité et sur les ondes de Radio J. Et on peut dire en ce dimanche matin, après un week-end de feu et de sang, la presse israélienne n'annonce pas l'information la plus dramatique, la mort d'un Israélien, un habitant d'Ashkelon de 58 ans, Moshe Agadi, qui a reçu des éclats d'un missile qui a frappé vers 2h30 sa maison, plus exactement son jardin de plein fouet. L'homme a été grièvement blessé. Il a reçu les premiers soins des sauveteurs du Ihoud Hatzalah qui l'ont évacué très rapidement vers l'hôpital Barzilai, mais malheureusement, il a succombé en route et il a succombé à ses blessures. Je vous le disais donc dans le premier journal d'information, mais cette information ne figure pas dans la revue de la presse et des médias israéliens, puisque les journaux ont bouclé avant donc cette nouvelle alerte qui a été dramatique donc pour la ville d'Ashkelon. Alors ce matin, les quotidiens tentent au mieux de coller à l'actualité. Le Yediot Aharonot a choisi comme titre après la journée d'hier un chiffre, 300. 300, c'est le nombre de roquettes et de missiles qui se sont abattus sur le sud d'Israël depuis le début de ce nouveau round de guerre entre Israël et le Hamas. Un round qui a débuté vendredi soir après qu'un soldat israélien ait été sérieusement blessé par des tireurs palestiniens près de la frontière de sécurité qui sépare Israël de la bande de Gaza. Et on peut même ce matin, après avoir entendu les données réactualisées, parler de plus de 300 missiles, plus de 430 missiles ont été tirés depuis le début de cette confrontation. Et l'on souligne que ces missiles ne se sont pas contentés de frapper le pourtour de la bande de Gaza, mais ils ont donc ciblé également des villes telles qu'Ashkelon, Ashdod, Kiryat Gat et Be'er-Sheva. Le Yediot Aharonon souligne en sous-titre que le système de défense antimissile d'hommes de fer a intercepté 90% de ces missiles palestiniens, ce qui n'a pas empêché une quarantaine d'Israéliens d'être blessés plus ou moins sérieusement par les missiles qui n'ont pas été interceptés. 40 Israéliens blessés, c'est le bilan. Donc hier soir, on peut dire vers minuit, avant donc la nuit extrêmement dure qui a été passée par les habitants du sud du pays. Et ce matin, ce bilan est revu à la hausse, bien entendu, avec près de 80 blessés, dont 60 ont été choqués et une vingtaine plus ou moins sérieusement atteints. La plus sérieusement atteinte, soulignent les quotidiens israéliens ce matin, est une femme de Kiryat Gat de 80 ans qui se trouve à quelques mètres de l'impact d'un missile, sans compter donc cet habitant d'Ashkelon, donc Moshe Agadi, qui a été tué durant la nuit. Le Israël Hayom, lui, nous montre en une les dégâts causés par l'un de ces missiles qui n'ont pas été interceptés. Le journal titre en manchette ce matin: le message adressé au Hamas est clair, vous allez payer cher pour la poursuite de ces tirs. Un message qui vient donc du gouvernement israélien, et l'on n'a pas l'impression ce matin que ce message ait eu un effet dissuasif puisque les tirs se sont poursuivis durant la nuit. Le quotidien israélien souligne également qu'en réponse à ces centaines de missiles, l'armée de l'air israélienne a bombardé des dizaines de positions du Hamas, détruisant des tunnels et des immeubles. Ces immeubles étaient vides puisque l'armée avait apparemment pris soin de prévenir qu'elle allait les détruire. L'un des immeubles était le quartier général des services de renseignement du Hamas. Selon des sources palestiniennes, 6 Palestiniens ont été tués depuis le début de cette confrontation. Quoi qu'il en soit, la défense passive d'un commun accord avec les maires des grandes villes du Sud et les présidents des conseils régionaux a décidé de fermer tous les établissements scolaires dans le sud du pays, soit plus de 200 000 écoliers et lycéens qui sont privés d'école aujourd'hui. Face à ces derniers développements, le leader du parti bleu-blanc, Benny Gantz, a affirmé hier que le Hamas se conduisait comme une organisation mafieuse, mais il a déploré que le gouvernement israélien cède à ses exigences. Alors au-delà des développements qui se produisent, on peut le dire, minute par minute, et que l'on peut suivre bien entendu sur l'ensemble des sites d'information comme le site Ynet, le site Walla, les principaux sites d'information israéliens, les quotidiens israéliens publient ce matin les analyses de leurs experts, de ceux qui n'en sont pas à leur premier round de confrontation entre Israël et le Hamas. Et il faut bien avouer que ces commentaires ont un air de déjà-vu. D'une manière générale, ces observateurs indiquent que le Hamas est intéressé à faire grimper la tension actuellement pour torpiller d'abord les festivités du Yom HaAtzmaut, mais également pour entraver le concours de l'Eurovision qui interviendra la semaine prochaine et faire parler de lui, alors que les projecteurs, on va dire, de l'Europe seront tournés vers Tel Aviv. Et la grande question sera de savoir comment Binyamin Netanyahou et son cabinet restreint, qui vont se réunir vers midi aujourd'hui, vont réagir à ces nouvelles
provocation de la part du Hamas et du djihad islamique. Alors commençons par les analyses du Yisrael Hayom. Yoav Limor, le spécialiste militaire du journal, est persuadé que l'explosion véritable ne va pas tarder. Il explique que le djihad islamique mandaté par Téhéran ne cesse de faire grimper la tension et que le Hamas ne le maîtrise pas comme il le devrait. Et il affirme que s'il n'y avait pas les festivités de l'indépendance et de l'Eurovision, Israël aurait déjà crevé l'abcès, en particulier contre le djihad, qui est selon lui responsable de cette dernière escalade. Daniel Siroti, toujours dans le Yisrael Hayom, avance une autre explication à ce regain de tension. Le début du jeûne du Ramadan, qui débute donc demain. Il affirme que les habitants de Gaza pensaient que cette année, après les arrangements conclus à l'issue du précédent round, eh bien, Israël autoriserait plus d'habitants de Gaza à se rendre en Cisjordanie pour les repas de fin de jeûne. Il pense également qu'Israël autoriserait le transfert de fonds du Qatar. Cela ne s'est pas produit, d'abord parce que le Qatar lui-même n'a pas fourni les centaines de millions de shekels qu'il a l'habitude de fournir chaque mois pour payer les salaires des fonctionnaires du Hamas. Et il semble donc que ce regain de tension soit destiné à exercer des pressions supplémentaires sur l'État d'Israël afin d'obtenir plus de garanties en tout cas et des résultats plus tangibles pour le djihad islamique et pour le Hamas en particulier. Alex Fishman dans le Yisrael Hayom écrit ce matin dans le Yediot Aharonot, Alex Fishman écrit ce matin: l'échelon politique veut terminer au plus vite ce round de confrontation, tant bien que mal, et il entend gagner du temps et un peu de calme jusqu'à l'été prochain. Et Fishman d'affirmer que lorsque l'armée israélienne affirmera qu'elle est fin prête à une nouvelle confrontation massive afin de restaurer sa force de dissuasion, alors elle obtiendra le feu vert de l'échelon politique. Shimrit Meir fait remarquer dans le Yediot Aharonot qu'à chaque fois que l'argent du Qatar n'arrive pas, eh bien une force du ciel, écrit-elle, conduit le Hamas vers une nouvelle escalade de la violence. Et après les prétendus éclairs de foudre ou tirs par erreur, eh bien cette fois c'est le djihad islamique qui est tenu pour responsable. Mais cela était attendu comme la nouvelle lune qui annonce le début du Ramadan, écrit-elle. Et en ce mois de fête musulmane commence pour la population de Gaza dans la plus grande détresse, sans la moindre ressource pour célébrer ces repas de fête de fin de jeûne, et d'expliquer que c'est le Qatar, lui, qui n'a pas fait virer les fonds mensuels et pas Israël, et qu'apparemment l'Émirat commence à se fatiguer lui-même de financer ainsi les habitants de la bande de Gaza et le Hamas, donc de manière plus spécifique. Quant à Ben Dror Yemini, il fait lui ce matin, toujours dans le Yediot Aharonot, un lien entre ce qu'il appelle les fantasmes d'annexion des territoires de la droite nationaliste et l'actuel regain de tension dans la bande de Gaza. Le gouvernement Netanyahou, écrit-il, a délibérément sacrifié tous les habitants du sud du pays sur l'autel de ces fantasmes d'annexion qui nous conduisent à tous vers un seul État binational, écrit Ben Dror Yemini. Tzvi Barel dans le Haaretz, lui, s'intéresse plus particulièrement à l'Égypte qui tente de restaurer le calme, et il affirme que l'objectif du Caire est de parvenir au bout du compte à l'affaiblissement du Hamas et au renforcement de l'autorité palestinienne dans la bande de Gaza afin que l'on approche d'une réconciliation entre les frères ennemis du mouvement palestinien et à la formation d'un seul et unique gouvernement d'union nationale à Gaza et en Judée-Samarie. Le Maariv, lui, insiste sur une polémique qui s'est développée hier sur les réseaux sociaux. Nous en parlions avec Olivier Rafovitz il y a quelques instants. Face aux plaintes des habitants du sud du pays qui se sont retrouvés sous le feu des missiles palestiniens, eh bien certains internautes à gauche n'ont pas hésité à les critiquer. C'est vous qui avez voté pour Netanyahou le 9 avril. Vous n'avez qu'à assumer votre vote, ont affirmé ces internautes. Voilà donc ce que l'on pouvait lire ce matin, entre autres dans la presse israélienne, autour de ce renouveau de tension entre Israël et le Hamas et le djihad islamique dans la bande de Gaza. Nous allons marquer une pause et on se retrouve avec un invité toujours du pourtour de la bande de Gaza, Jehan Berman, qui vit dans le pourtour de la bande de Gaza et qui plus d'une fois s'est exprimé à notre micro et exprimé sa colère. Nous essaierons d'écouter et de comprendre les reproches qu'il a à faire aujourd'hui.